Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, nous sommes ensemble pour 1 heure de temps pour décrypter pour vous une partie de la loi de finances complémentaire de 2020. Elle a été votée dimanche dernier par l'Assemblée populaire nationale. Une loi de finances complémentaire qui intervient dans un contexte de crise financière accrue, d'une crise sanitaire sans précédent et puis d'un crash des prix du pétrole. L'État décide de réduire ses dépenses de fonctionnement, mais sans toucher aux salaires, sans toucher aux transferts sociaux. Comment va-t-il s'y prendre? Un grand nombre de mesures importantes ont été donc introduites dans cette loi de finances complémentaire. Quelles sont les nouvelles taxes et impôts introduites en 2020? Quelles mesures d'économie budgétaire ont été prises? Et quelles solutions la LFC apporte-t-elle aux nombreux déséquilibres budgétaires? Et il y en a, à une croissance également qui est désormais négative. Voilà, vous aurez les réponses, en tout cas une partie des réponses grâce à nos invités ce soir. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Madame Amel Abdellatif. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale des impôts. Je reçois également Monsieur Faisal Tadinit. Bonsoir et merci d'être là. Vous êtes le directeur général du Trésor. Monsieur Boubker Selami, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Association nationale des conseillers fiscaux. Et merci également d'être avec nous à Monsieur Mohamed Achir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant et chercheur en économie. Voilà donc pour le plateau. Nous allons donc entamer ce débat qui donc porte sur la loi de finances complémentaire 2020. On n'a pas la prétention de décrypter l'ensemble des mesures, mais nous allons nous appesantir sur les éléments qui sont à notre sens essentiel, à savoir certaines mesures législatives, mais aussi et surtout les chiffres qui concernent les recettes à la fois fiscales et les recettes ordinaires. Alors on commence par ce qui nourrit l'économie algérienne, à savoir la fiscalité pétrolière. Nous avons donc ce chiffre qui donc est le cadrage du baril de pétrole qui passe de 50 à 30 dollars, étant donné que les prix du baril sur le marché international se sont effondrés et sur le marché, il passe de 60 à 35 dollars. Alors, ma première question concerne évidemment cet élément qui va donc être notre point de départ de ce débat. Quel est aujourd'hui le manque à gagner de la chute du prix du baril sur les recettes budgétaires, Monsieur Tadinit? Je vous remercie. Vous l'avez rappelé, la chute drastique récente liée à la guerre des prix sur le marché pétrolier a induit une réduction très significative de nos recettes d'exportation d'abord, liées aux exportations d'hydrocarbures, nos recettes fiscales liées à la fiscalité pétrolière. Donc, le manque à gagner... Non pas avoir un chiffre exact, bien entendu, mais en tout cas connaître un petit peu l'envergure de cet impact de la baisse du prix du baril sur les recettes budgétaires. Il s'agit on parle d'une réduction d'à peu près 50% de nos recettes liées à la fiscalité pétrolière. On passe de 2200 milliards prévus dans la loi de finances 2020 à environ 1390 milliards de dinars dans le projet de loi de finances pour 2020, complémentaire pour 2020. Oui. Alors, évidemment, est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on doit considérer que c'est cet élément qui a fait que l'État a décidé de faire une loi de finances complémentaire? Ça fait quelques années qu'on n'en a pas eu. Est-ce qu'on peut considérer que cet élément donc, de baisse du prix du baril a été la raison essentielle, Mohamed Achir? Oui, d'abord, il y a ce contexte de contre-choc pétrolier et le contexte de la pandémie de la Covid-19, mais aussi la loi de finances rectificative ou complémentaire est inévitable aussi pour un président de la République élu récemment. Donc, parce que, rappelons que la loi de finances initiale a été élaborée par le gouvernement précédent. Donc il est tout à fait normal que le président de la République, c'est-à-dire élabore sa propre loi de finances, parce que c'est pour concrétiser un peu ses engagements
politique, économique et sur le plan social. Mais maintenant, comme vous aviez bien dit dans votre introduction, c'est que cette loi de finances intervient dans un contexte très particulier, un contexte sans précédent, avec une crise sanitaire inédite et avec une baisse drastique des ressources financières du pays. C'est une dégradation sans précédent des positions financières intérieures et des positions financières extérieures. La balance des paiements aussi est en train d'accentuer son déficit par rapport donc au différentiel moins 18 milliards de dollars en LFC 2020, au lieu de moins 8 milliards et demi de dollars prévus dans la loi de finances initiale, c'est-à-dire celle de 2020. Effectivement, mais les prévisions du FMI, le déficit de la balance de paiement frôlera les 27 milliards de dollars pour 2021. Il faut prendre en compte aussi l'année 2021. Donc 27 milliards de dollars comme déficit de la balance des paiements voudrait dire qu'on aura donc fin 2020, c'est-à-dire les mois de fin de 2020 seront vraiment très difficiles et on aura une année 2022 pratiquement, bien sûr, pratiquement difficile sur le plan des réserves de change, d'autant plus que nous n'avons qu'un seul produit pratiquement à l'exportation, c'est le pétrole, c'est à 90%. Donc voilà un peu, parce que il ne faudrait pas aborder seulement un seul indicateur macroéconomique, mais il faut les aborder globalement et voir aussi l'évolution. Donc on suppose bien sûr c'est des prévisions, mais malheureusement que les prévisions de la Banque mondiale et du FMI, c'est que renouer avec la croissance, ça ne sera pas pour 2021, ça sera au-delà. Donc, et tout ça, évidemment, le contexte international. Qui est fortement dynamique actuellement. Il y a énormément de choses qui changent. Elles ont énormément changé déjà en l'espace de 3 mois. On est juste incapable à présent de présager ce qui va se passer. Je pense que même les organismes internationaux scrutent les données et adaptent aussi les prévisions. Boubkir Sellami, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que cette loi de finances complémentaire est en mesure donc de trouver des solutions à ce manque à gagner? Voilà, M. Tadinit le disait, un manque à gagner énorme de moins 50% des recettes en devises, c'est-à-dire de recettes fiscales, de fiscalité pétrolière. D'accord. Donc pour la loi de finances complémentaire a été toujours justifiée parce que c'est une économie liée directement aux recettes pétrolières. Donc une fois que les prix du pétrole chutent, donc automatiquement il y a une mesure par la loi de finances pour faire des mesures pour faire face à ce problème. Donc pour l'Algérie, donc avec des recettes pétrolières qui ont chuté de plus de 50%. Donc avant, il y a toujours une prévision pour un déficit alors que le prix, la différence entre le prix du marché et le prix de référence, c'est plus de $50. C'était chose anormale. Pourquoi les prix du marché sont à $100 et on fait une différence avec un prix de référence de $50? Parce qu'il y avait un fonds de recettes, il y avait un fonds de régulation des recettes qui absorbait la différence entre le prix de référence et le prix du marché. C'est pas logique. Pourquoi faire une loi de finances avec un déficit prévu et programmé et on le finance par le FRR. Pourquoi ne pas laisser la marge, par exemple, entre $100 et $80, $20, mais on ne prévoit pas un déficit dans la loi de finances. C'est une chose illogique et normale. Est-ce que vous considérez que cet aspect illogique a été réparé dans cette loi de finances complémentaire, considérant que là, on est on est pour le prix du marché, il passe de 60 à $35. Est-ce que on ne peut pas régler le problème avec une loi de finances complémentaire, surtout avec des mesures d'ordre fiscal. Sur la fiscalité ordinaire, il n'y a pas grand-chose. Sur la fiscalité pétrolière, on ne maîtrise pas la fiscalité pétrolière parce qu'elle est liée au prix du pétrole qu'on ne maîtrise pas, elle est liée aux quantités qu'on ne maîtrise pas, elle est liée au taux de change dollar-dinar qu'on ne maîtrise pas. Donc on ne maîtrise pas la partie fiscalité pétrolière, on doit parler de la fiscalité ordinaire. La fiscalité ordinaire, on est dans une situation où on ne peut pas toucher aux impôts et taxes. Vous avez vu que, peut-être on va parler tout à l'heure, avec une augmentation d'un impôt et une taxe, il y a une résistance de la société et du citoyen algérien. Et surtout, de ses représentants, on n'a rien demandé aux citoyens pour l'instant. Donc on ne peut pas toucher à la fiscalité. Le travail le plus important, c'est un travail qui doit être fait sur le système fiscal.
le système fiscal qui doit jouer son rôle pour avoir une fiscalité ordinaire qui est en mesure de relancer l'économie. La fiscalité pétrolière, normalement, à mon avis, si on fait une réforme réelle du système fiscal algérien, la fiscalité ordinaire doit être affectée en totalité au FRR. C'est une réserve pour l'État. Ça, c'est dans le cas où le baril reste à 25-30 $. On est d'accord. C'est quand même difficile. Oui. On va en parler, bien sûr. Mais on va parler de la fiscalité ordinaire. Oui. C'est ça, la solution, elle est dans la fiscalité ordinaire. Et justement, c'est un peu l'objectif de cette émission. Alors, Monsieur Tadinit, vous vouliez répondre à Monsieur Selami. Allez-y. Merci. Réagir aux propos de mes collègues. Enfin. Pour justifier ou expliquer l'intervention d'une loi de finances complémentaire, bon, il y a sans doute les considérations politiques énoncées par monsieur, mais il y a aussi tout simplement la nécessité d'opérer des ajustements indispensables face à des phénomènes extraordinaires et imprévus, disons la chute du prix du pétrole d'un côté, et puis la crise sanitaire que vous avez évoquée et qui a justifier la réponse des pouvoirs publics, du chef de l'État, aux attentes légitimes des opérateurs économiques, de la population, les catégories les plus démunies particulièrement. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de justifier un déficit financé par le Fonds de régulation des recettes, mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai déficit budgétaire, un vrai déficit du Trésor en l'absence d'épargne publique. Donc c'est à cela qu'il faut s'attaquer pour trouver les ressources financières nécessaires au financement de la dépense publique d'une manière générale et au financement de l'effort de développement que l'Algérie doit maintenir. Sachant que le déficit ne date pas d'hier, hein, on est d'accord. C'est un déficit il y a eu un effet de boule de neige qui, effectivement, les récents événements ont creusé davantage. On arrive à un déficit de l'ordre d'environ 10% hein, du prix intérieur brut. Madame Amel Abdelatif, on va justement s'intéresser à la fiscalité ordinaire puisque il semblerait que c'est celle que l'on peut à travers des mesures contrôlées, hein, contrairement à la fiscalité pétrolière. Alors parmi les éléments importants qu'on relève dans la loi de finances complémentaire, ce sont les mesures prises pour soutenir les bas salaires. Il y a eu donc la suppression ou l'allègement de l'IRG, échelonné, en tout cas au niveau des bas salaires, le relèvement du salaire national minimum garanti, le SMIG, et puis il y a aussi la revalorisation des retraites, hein, qui n'est pas dans la loi de finances complémentaire, mais qui fait partie d'un pacte que les pouvoirs publics ont mis en place pour protéger ces bas salaires. Est-ce pour répondre à une situation d'inflation qui arrive? Est-ce que ce sont des mesures qui sont nécessaires à cause de cette raison? Avant tout, pour répondre à votre question, il faut savoir qu'avant tout, c'est un engagement du président de la République. Il avait clairement annoncé, avec son programme, qu'il fallait revoir le pouvoir d'achat des ménages et, en l'occurrence, les bas salaires, puisque finalement, avec un revenu, un salaire de 30 000 dinars, ces personnes-là n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. Donc, d'où l'idée d'exonérer les salaires de 30 000 dinars et moins. En examinant justement la possibilité de cette exonération, on s'est heurté à une problématique, c'est que finalement, quelqu'un qui percevrait 31 000 dinars en brut, puisque nous on raisonne en brut en réalité, se retrouverait avec un net inférieur à celui qui va être exonéré à 30 000 dinars. Donc il y a effectivement au niveau du projet l'exonération des 30 000 dinars et moins, mais en même temps avec une révision pour les salaires situés entre 30 000 et 35 000, afin de leur accorder un abattement supplémentaire pour préserver la progressivité de l'impôt sur le revenu global. Et en même temps, on a proposé une révision en prévoyant toujours un abattement supplémentaire, hein, parce qu'on n'a pas touché au barème de l'IRG, pas du tout. Donc un abattement supplémentaire pour les retraités, pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un autre handicap. Ça concerne les salaires situés entre, à ce moment-là, 30 000 et 40 000 dinars. Donc là, tout ça, c'est uniquement pour préserver donc, la progressivité de l'impôt sur le revenu global. S'agissant là, parce que vous faites part justement du déficit et éventuellement des ressources manquantes par rapport à la conjoncture, on parle de fiscalité ordinaire. Il faut savoir qu'on n'a pas créé de nouveaux impôts et taxes.
au niveau de la loi de finances complémentaire, il n'y a pas eu de nouveaux impôts et taxes. Il y a eu une disposition, au contraire, pour remplacer l'impôt sur le patrimoine. On a changé d'appellation. Il y a un impôt sur le patrimoine. Là, maintenant, on l'appelle impôt sur la fortune. On va en parler, justement. Voilà. Donc, mais il n'y a pas eu de création de nouveaux impôts et taxes. Hein. Il y a eu peut-être révision de certains impôts et certaines taxes, mais il n'y a pas eu de création. Justement, il y a... Comme vous venez de le dire, il y a un soutien au bas salaire. En quelques mots, Mohamed Achir, est-ce que c'est la situation économique du pays qui a imposé cette mesure sauvetage nécessaire pour de nombreux Algériens qui risquent de ne pas boucler la fin du mois? Oui, c'est une mesure économique qui vise un peu de réduire les disparités sociales et les disparités de revenus, et pour y aller davantage dans la justice fiscale, hein, parce qu'il ne faudrait pas oublier que même la Constitution, et là, l'article 64, je crois, c'est-à-dire qui nous oblige de réaliser une certaine justice sociale, une certaine égalité. Donc, c'est-à-dire essayer quand même de revoir les salaires de ces catégories, c'est vraiment intéressant, et même les RG, plutôt le SMIC d'ailleurs. Donc, en tout cas, il faut, sur le plan économique et macroéconomique, il faudrait préserver ces couches défavorisées, il faut les soutenir. Il faudrait également essayer de soutenir davantage la classe moyenne, parce que sur le plan macroéconomique, c'est une classe qui tire l'économie à travers la demande et la consommation. Absolument. Mais il faudrait y aller globalement, de façon à penser des mécanismes avec une politique nationale salariale qui va réduire ce gap, ce décalage, parce qu'il y a un décalage entre ceux qui touchent les 30 millions de centimes et ceux qui touchent les 20 000 dinars. Donc tout ça, il y a des disparités salariales énormes. Il faudrait une politique sociale et économique. Bien sûr, il faudrait de la productivité, il faudrait des ressources aussi, parce que toute dépense nécessite des ressources. Donc il faut penser globalement, c'est un début, mais je crois qu'il faudrait surtout, la fiscalité nécessite une attention particulière, parce que la fiscalité ordinaire, même la fiscalité pétrolière, et justement, en parlant de fiscalité ordinaire, alors on a dit, ce sont des mesures, on ne peut le nier, qui risquent d'être vraiment nécessaires, voire inévitables dans quelques temps. Bon, je parle pour ma part, on parle d'inflation. Il y a un ressenti qui est complètement différent des chiffres officiels qui sont donnés. Ça, c'est juste entre parenthèses. Et il y a une incidence également, corrigez-moi si je me trompe, c'est environ 9 milliards de dinars, c'est bien ça l'incidence qui consiste à soutenir ces bas salaires. Boubkir Sellami, est-ce que c'est nécessaire, aujourd'hui au vu du contexte économique difficile? Pour les 9 milliards, je crois que c'est le coût de la mesure concernant le SNMG. Uniquement le SNMG. Voilà, pour l'IRG, c'est un peu plus important. Donc, oui, c'est une mesure que tout le monde a applaudi. On ne peut pas ne pas applaudir une décision pareille, parce que c'est une mesure de soutien aux couches diminuées de la société. Tout le monde connaît la pression de l'IRG qui, je crois, aux environs de 23% du recette fiscale ordinaire. Donc, c'est important. Tout le monde demande à ce que cette pression doit un peu alléger dans les programmes du gouvernement. Mais il faut que ça doit être cyclique. Chaque 2-3 ans, on doit revoir soit le paramètre IRG, soit le SNMG, parce qu'une mesure comme ça, il y a une absence de 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a pas de révision. Entre-temps, il y a une érosion. L'érosion, elle est progressive. Absolument, bien sûr. Il faut toujours une actualisation du revenu et de l'IRG. Mais toutes ces mesures, à mon sens, c'est des mesures qui ne rentrent pas dans une stratégie économique à long terme. Parce que c'est vrai, à chaque fois, d'ailleurs, il est actuellement difficile de toucher aux impôts et taxes. La solution... elle a dit, Mme Abdellatif, il n'y a pas de taxes cette année. Enfin, en tout cas, la moitié de l'année 2020. Je rejoins son avis, parce qu'on ne peut pas toucher à chaque fois aux impôts et taxes.
parce que ce n'est pas normal. L'administration fiscale doit avoir les moyens nécessaires pour faire son travail d'élargissement et d'inclusion de l'informel. L'inclusion de l'informel et l'élargissement de l'assiette fiscale. Il y a des mesures, peut-être on parle tout à l'heure dans le détail, il y a l'IFI, par exemple, l'impôt forfaitaire unique, où il y a plus de 1 million de contribuables, où on est revenu encore une fois au système déclaratif. Le système déclaratif, comme vous le savez, madame, c'est le contribuable qui déclare. Est-ce que l'administration fiscale a les moyens de contrôler? Ce n'est pas logique d'avoir un système déclaratif qui s'appelle l'IFI, forfaitaire. Il y a eu un retour, il y a eu un rétropédalage en LFC 2020 qui consistait à remettre dans le régime de l'IFU les activités non commerciales comme les avocats, comme un certain nombre d'activités. Mais pour l'IFU, c'est vrai, dans l'exposé des motifs, on a évoqué le problème de moyens. C'est vrai, l'administration fiscale n'a pas de moyens. Mais pourquoi ne pas résoudre le problème de moyens au lieu d'abandonner un système fiscal qui est connu, qui est ancien, le système du contrat entre le contribuable et c'est rentable et c'est juste et équitable. Et on élargit l'assiette fiscale avec des mesures incitatives et des mesures coercitives qui marchent ensemble pour l'inclusion du marché parallèle. J'ai envie de dire, j'ai envie de poser la question cette fois à Mme Abdelrif. Je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas engager les mesures fiscales et ensuite l'administration fiscale peut s'adapter en étant à la mesure de ces décisions, c'est-à-dire en contrôlant, en mettant en place des équipes, même si aujourd'hui elle n'est pas capable. Est-ce que vous confirmez déjà que l'administration fiscale n'a pas les moyens d'être dans le contrôle, d'être dans un comportement dans le détail des différents acteurs économiques? Je ne dirais pas qu'elle n'a pas de moyens. Elle n'en dispose pas assez, peut-être. Oui, effectivement, il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas de moyens suffisants. Sauf que pour répondre, par contre, à l'affirmation de M. Slamy et la remarque par rapport au fait qu'on soit revenu en arrière par rapport aux mesures de la loi de finances pour 2020, donc on a mis de côté la contractualisation pour l'IFU et on est revenu sur le système d'avant 2020, c'est-à-dire il souscrit sa déclaration, je vais dire prévisionnelle. Les motifs, ils sont clairs. Au niveau de l'exposé des motifs, on a fait part, effectivement, de manque de moyens, etc. Mais la vision, elle est beaucoup plus globale. Il faut aller plus loin. En fait, lorsque c'était sous forme de contrat, donc le contribuable souscrivait un contrat de forfait à l'époque, et il y avait donc quelque part une notification, une proposition de forfait à laquelle il devait répondre. Par la suite, il se mettait d'accord. Ce qu'on appelle le régime déclaratif. Ce n'était pas un régime déclaratif, c'est le forfait. C'est l'IFI. Non, c'était l'ancien forfait. D'accord. En fait. L'ancien forfait, parce qu'on est revenu sur l'ancien forfait avec la proposition et la loi de finances de 2020. Donc, le contribuable, l'administration notifie une proposition de chiffre d'affaires pour une période biennale. Ensuite, il aura la possibilité de répondre est-ce qu'il est favorable, il accepte ou pas, il admet ou pas. Si c'est le cas, donc il y aura le contrat de forfait qui sera conclu. On arrêtera un chiffre d'affaires pour une période biennale. Sauf que là, on est revenu sur ça parce qu'on a préféré l'ancien IFU primo parce que ça demande moins de moyens. Il y a une simplification. Finalement, c'est une fois par an. En définitive, on veut couper la négociation. Il n'y a plus de négociation entre l'administration et le contribuable pour arrêter un chiffre d'affaires. Parce que c'est soumis à pas mal de critères. Chaque contribuable vous dira « Ah non, 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 moi je suis, c'est le café de ce coin ou c'est le coiffeur de ce coin, c'est différent par rapport à une autre ruelle, l'achalandage est différent, etc. etc. » Donc, il y a également des opérateurs qui souffrent aussi d'incompréhension. Lorsque l'administration fiscale considère qu'ils sont dans une zone géographique où ils devraient donc déclarer davantage alors qu'ils ne travaillent pas, ils ne font pas rentrer un rond, c'est quand même difficile de tomber d'accord finalement sur est-ce que l'activité est rentable ou pas et est-ce qu'elle doit être imposée par rapport à ces revenus. Et puis les chiffres sont parlants. L'ancien forfait avait donné lieu à beaucoup de réclamations contentieuses. Il y avait beaucoup de contentieux. Donc il est là, il conclut son forfait, mais par la suite, il ne paye pas, il introduit une réclamation pour contester. C'était quand même problématique. La différence avec l'IFU proposé cette année, il est vrai quand il parle de moyens de contrôle. Anciennement, en 2017, on avait prévu ce qu'on appelle l'IFU avec une déclaration prévisionnelle. Il vient de payer,
Il déclare un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année, il paye les 50% ou la totalité. Ensuite, s'il y a un complément à payer, il le payera l'année d'après, en janvier. Mais cette fois-ci, ce qui change, c'est que maintenant, avec la déclaration prévisionnelle, l'administration n'avait pas les moyens de contrôle parce qu'elle ne disposait pas de déclaration définitive. Là, maintenant, on vient avec une autre approche. Vous avez la déclaration prévisionnelle telle que ce qui était en vigueur avant le 1er janvier 2020. Mais en janvier, vous devez souscrire obligatoirement une déclaration définitive, qu'il y ait un complément à payer ou pas. Toute déclaration est présumée sincère, bien entendu, mais l'administration fiscale se réservera le droit de contrôler a posteriori. Et là, je pense qu'on a l'idée. Hein. On va essayer de refermer cette parenthèse qui est quand même assez technique. Hein. Pour l'impôt forfaitaire unique, je ne sais pas si tout le monde est en train de nous suivre. Hein. On s'adresse à une audience relativement large. Allez-y, juste un mot et on referme la parenthèse. On a abandonné la voie de négociation, mais on a abandonné la décision. On a donné la décision au contribuable, qui c'est lui qui déclare. Mais légalement, est-ce qu'on a les outils de contrôler les flux? Point de vue juridique. Nous avons prévu d'autres outils. Voilà. Si vous avez vu avec l'ISF, c'est pour ça que je dis, on vient avec un petit package de mesures qui nous permettraient de travailler sur le train de vie de la personne. Et avec l'exploitation de l'information, puisqu'il s'agit de recouper des informations grâce au système d'information et grâce à la collaboration avec les différentes institutions et organismes. Donc là, on a toute une politique derrière. Le train de vie, c'est quelque chose qu'on va retrouver également au niveau de l'ISF. Tout à fait. De l'impôt sur les stratégies derrière. Parce que le système déclaratif a baissé les déclarations fiscales. Oui, parce qu'en définitive, il n'y avait pas du tout de traitement croisé de l'information. Et là, actuellement, c'est ce qu'on compte faire. Est-ce que ce travail, ce maillage que vous mettez en place, est-ce que c'est un projet qui est récent ou bien est-ce que c'est un travail que vous héritez du précédent gouvernement, que vous continuez, ou bien est-ce que c'est quelque chose, voilà, juste pour avoir une idée sur son aboutissement? En fait, c'est beaucoup plus, bon, il y a eu une réflexion, mais par manque d'outils, on va dire, ça n'a pas été un petit peu mis en œuvre, mais là maintenant, on met le paquet sur le système d'information et on prend conscience qu'il est temps de s'ouvrir chaque institution sur l'autre de manière à échanger effectivement toutes les informations. C'est tout ce que beaucoup d'Algériens espèrent et à tous les niveaux, hein, l'échange entre différents secteurs. Voilà, c'est un petit peu le nœud gordien. On referme la parenthèse si vous voulez bien. Les dépenses de fonctionnement, hors masse salariale, hors transferts sociaux, baisse de 141 milliards de dinars. C'est environ 3% de moins. Elles baissent parce que l'État a décidé de baisser ses dépenses de fonctionnement, mais il promet de ne pas toucher ni aux salaires, ni aux transferts sociaux, donc tout ce qui est aide. Concrètement, qu'est-ce qui va être touché ? Finalement, si l'État ne touche ni aux salaires, ni aux transferts sociaux, donc tout ce qui est aide à différents niveaux, direct et indirect, quelles sont les dépenses qui vont être touchées, qui vont être enlevées du fonctionnement? Il est évident qu'on ne peut pas contraindre les salaires, on ne peut pas toucher aux salaires, comme il est évident que c'est l'empreinte du chef de l'État, on ne pourra pas toucher dans l'immédiat aux transferts sociaux, aux subventions de produits alimentaires et autres catégories de subventions. Donc cette loi de finances, en dépit du contexte difficile, extrêmement difficile, a apporté des mesures qui visent à, je ne dirais pas à renforcer, mais à protéger le pouvoir d'achat des citoyens, des catégories les plus vulnérables des citoyens. Donc, mais qu'est-ce qui va être compressé? Quelles sont les dépenses qui vont être compressées? C'est un effort extrêmement difficile que devront faire les administrations centrales et les établissements publics qui touchera les moyens de fonctionnement de ces Alors quand on dit moyens de fonctionnement, qu'est-ce que vous entendez par là? On sait quand même que les administrations publics et institutions connaissent des masses salariales critiques. Hein. En tout cas, c'est, on va dire, la première chose évidente qui consomme beaucoup d'argent. Quelles sont les choses qui peuvent être enlevées du fonctionnement qui va permettre donc de sauvegarder de l'argent?
On part du postulat qu'il y a du gaspillage dans les administrations et dans les établissements publics. Et ça, tout le monde peut l'admettre, y compris les ordonnateurs publics. Oui. Donc il y a un effort de rationalisation des moyens de fonctionnement des administrations dans tous les domaines. Et peut-être qu'il sera nécessaire de faire encore plus d'efforts pour supprimer certaines dépenses. Est-ce que des décisions... ou, entre guillemets, certains avantages dont bénéficient des catégories supérieures de cadres. Est-ce que des décisions, est-ce qu'un canevas a été mis en place pour réellement et concrètement visualiser quelles sont ces déperditions? Oui, je n'ai pas le détail. C'est la Direction générale du budget qui s'est occupée de ça en relation avec les ordonnateurs publics. Oui. Mais l'effort a été fait et il sera poursuivi. C'est réduire le train de vie de l'État, tout simplement, en définitive, sur pas mal d'aspects. Donc là, il s'agit de faire des économies par rapport à pas mal de dépenses. Oui, au niveau de tout ce qui est État. Hein. C'est l'État dans les ministères, les institutions. Tous les départements, tout à fait. Sont touchés à l'éducation et à la santé. Voilà, bien évidemment. Votre point de vue par rapport à ça, Mohamed Achir? Si on prend un peu la structure de la dépense du budget de fonctionnement, donc 90% de la dépense est constituée de salaires et transferts sociaux. Déjà les salaires... 90%? Oui, c'est ça. C'est 90%? Après, vous avez un peu... 70%? Non, c'est 90%. Après, vous avez un peu biens, services, dépenses courantes, voilà, l'administration, les avantages consommables, etc. Mais c'est rien. Donc, si on voulait un effort structurel, un effort courageux, voilà, donc les transferts sociaux. Je suis tout à fait d'accord, les salaires quand même, on ne peut pas toucher. Déjà, il y a une disparité dans les salaires, etc. Et puis, le risque inflationniste aussi, etc. Donc, mais les transferts sociaux, et il fallait avoir le courage de les toucher, de les restructurer, surtout les transferts en capital. Voilà, donc 90%, c'est ça réellement. D'ailleurs, vous avez bien souligné, on a essayé d'économiser, je crois, 141 milliards de dinars, donc c'est à peu près $1 milliard dans le budget de fonctionnement. C'est ce que l'État va essayer d'économiser, hein, c'est bien ça. Mais lorsqu'on a un déficit de trésor de 3 000 milliards de dinars, et une dette publique de 9 000 milliards de dinars pour cette année 2020 et une prévision peut-être d'atteindre les 12 000 milliards de dinars en 2021. Donc là, je crois, il est temps, il fallait réagir dans cette loi de finances complémentaire, au moins par rapport à une certaine catégorie de transferts sociaux et surtout les transferts en capital. Qu'est-ce que vous entendez par transfert en capital? Oui, il y a la bonification des intérêts pour certaines catégories d'activités, pour le logement, etc. Il y a une restructuration à faire. Oui. Dans tout ça, il y a beaucoup de niches aussi, même pour l'administration fiscale. C'est vrai. Bon, déjà, parlons-en de l'IFU, juste entre parenthèses. Oh là là, vous n'allez pas revenir à l'IFU. On ne va pas revenir, mais vraiment en deux mots. Mais 2015, on l'a porté à 3 000 milliards de centimes. Après, et le rôle de commissaire aux comptes, le rôle de la comptabilité, tout ça. Donc, c'est une structure globale. L'efficacité institutionnelle de l'administration fiscale. Et doit avoir cette vision globale des choses. Donc, on a défiscalisé à un certain moment. On a laissé les gens faire des déclarations. Un enseignant paye les RG supérieurs à une supérette qui réalise peut-être 10 milliards de centimes de chiffre d'affaires. Donc tout ça, ça nécessite effectivement un bon travail, un diagnostic au niveau de l'administration fiscale, mais toujours les avantages fiscaux. Parce que nous sommes face à une problématique, certes, donc de tarissement des ressources budgétaires et même des ressources monétaires et des ressources en devises aussi. Et l'alternative, au moins, doit venir de l'administration fiscale, surtout dans la fiscalité ordinaire. Et c'est là où il faut faire comme il va falloir un assainissement dans les finances publiques, à travers les différentes restructurations, rationalisation de la dépense. Et il faudrait également faire un travail dans l'administration fiscale parce qu'il y a beaucoup de niches qui échappent au budget de l'État et il y a beaucoup d'avantages fiscaux qui n'ont pas, c'est-à-dire produit un effet escompté pour l'État. C'est-à-dire nous avons donné beaucoup d'avantages fiscaux, des dépenses fiscales énormes. Nous avons les dépenses dans la douane, c'est-à-dire vous allez parler des démantèlements. Nous avons des démantèlements dans la douane, nous avons les recouvrements et l'efficacité dans les domaines, nous avons également dans les avantages que nous avons accordés dans le cadre de l'enseigne,
le CKD, le fameux CKD, Oui, etc. ça a été réparé, c'est bon. Et il y a des experts qui ont évalué, Oui. bien sûr, je donne ce chiffre avec beaucoup de réserve, à 1600 milliards de dinars d'avantages fiscaux. C'est un manque à gagner aussi pour l'État. Donc voilà un peu les dossiers Donc, sur il n'y a lesquels... pas que les transferts sociaux, Oui, il y a oui, également oui, des bien niches sûr. fiscales. Et puis ça nécessite... Mais bien Est-ce sûr... qu'on peut considérer aujourd'hui, Slamy, que cette loi de finances complémentaire est en train de nous emmener vers un élargissement de l'assiette fiscale? Parce que bon, on n'a pas évoqué tous les aspects. Hein. On l'a dit, il n'y a pas tellement d'impôts ni de fiscalité. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est un statu quo? Est-ce qu'on considère que cette loi de finances complémentaire est un statu quo au niveau de l'assiette fiscale? Je ne vois pas des mesures importantes qui vont dans ce sens. Nous avons aujourd'hui devant une réalité et une situation de 800 milliards de dinars de dépenses fiscales. Comme a dit le docteur, qui n'ont pas abouti à des résultats escomptés de la politique économique. Donc, il n'y a pas de résultats vraiment importants sur le plan économique à ces avantages fiscaux. Donc, en 2016, 880 milliards de dinars. Les transferts sociaux qui consomment 25% du budget de l'État, c'est très important, 25% du budget. On doit réviser. C'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, mais jusqu'à présent, ça fait depuis 2014, depuis la chute, le premier choc de la chute du pétrole, on parle des transferts sociaux, on parle de la fiscalité locale, on parle de la révision des avantages fiscaux, mais jusqu'à présent, j'espère que la nouvelle équipe, soit au niveau des impôts ou au niveau du gouvernement et les responsables politiques, j'espère que ça sera un bon démarrage. C'est pas pour la loi de finances complémentaire, ça, pour moi c'est du passé, mais on doit se préparer pour l'avenir. Quand on voit au niveau de la direction générale des impôts un départ des cadres et des agents de 27 000 cadres en 2014 à 23 000 cadres en 2015, en 2016, on est à 20 000. 7 000 agents qui ont quitté l'administration fiscale en 3 ans. Ça, il y a peut-être un renouvellement, non? Non, je parle entre 2014 et 2016. C'est un rapport de la Cour des comptes. Par contre... Mais comment vous expliquez cette... Je ne sais pas, peut-être oui, elle est nouvellement installée, Madame Abdelatif. J'espère que vous aurez beaucoup de courage. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs? Est-ce que c'est nous sommes là. C'est un rapport de la Cour des comptes. Il y a 27 000 agents en 2014, 23 900 cadres en 2015 et 20 000. Donc, de 27, on est descendu à 20. C'est presque le tiers. C'est des déperditions de cadres, c'est des départs, je ne sais pas comment, où est l'île de la politique de rajeunissement de l'administration fiscale, de formation, de recrutement. Par contre, au niveau de l'administration de douane, on est passé de 15 à 16 à 17. Il y a une tendance... au niveau de l'effectif de l'administration douanière. La douane, bien sûr. Donc on doit investir dans les ressources humaines, on doit donner les moyens à l'administration fiscale. On va lui poser la question puisqu'elle est là. Oui, Madame Abdelatif, oui. Je vais commencer par répondre à la question du courage concernant les transferts. Ce n'était pas une question, hein, c'est son analyse. C'est l'analyse, effectivement. L'analyse d'économiste. Tout à fait. Mais le problème, ce n'est pas une question de courage, en fait. À mon sens, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Là, c'est un travail de longue haleine parce qu'il s'agit de ciblage. Et le ciblage nécessite un recensement quand même assez pointu. Permettez-moi, le travail de ciblage a démarré à l'époque où l'ancien directeur général du budget était ministre. Et le travail avait déjà commencé au niveau du ministère des Finances, le ciblage. C'est une histoire qui remonte quand même. Là, donc, il s'agit de recenser la population démunie, il s'agit de faire un travail de fond. On a des subventions directes et indirectes. Donc, c'est un gros chantier et qui va bientôt aboutir en réalité. Et ça devra se faire progressivement. Donc c'est un changement graduel. Vous ne pouvez pas faire ça du jour au lendemain. Et au niveau d'une loi de finances complémentaire en plus. C'est pas possible. Et là, pour cibler les ménages réellement qui sont dans le besoin et qui devraient profiter justement du soutien de l'État, il y a tout un travail derrière qui est en train de se faire et qui devra en principe aboutir. Mais le recensement de la population déjà est assez problématique dans certaines régions. Donc là, je ferme la parenthèse juste pour dire que ce n'est pas une question de courage. La volonté politique, elle est là, sauf qu'il y a
des mécanismes à prendre en compte et la particularité de notre société également à prendre en compte, de façon à cibler les personnes qu'il faut. S'agissant de l'effectif, effectivement, concernant la DGI, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu effectivement beaucoup de départs avec le départ massif à la retraite, la proportionnelle. Donc c'est tout le monde qui a entendu parler de ça, et puis par la suite il disait ah ça y est, on n'ouvrira plus droit à ça. Donc on n'a plus le choix. Voilà, on n'a plus le choix. Si on ne quitte pas maintenant, on ne pourra pas en profiter. Donc il y a eu beaucoup de départs. Il est vrai qu'à un certain moment, on pensait carrément à ne pas donner d'avis favorable pour les départs, mais ce n'était pas possible de bloquer les gens, c'est pas possible. Donc c'était principalement à cause de ça. Et puis par la suite, s'il y a des départs de personnes pour d'autres motifs personnels, ça c'est autre chose. Cela dit, maintenant, s'agissant de ce que vous disiez, encourager le personnel, mais et fidéliser, la tendance elle est là, parce qu'il s'agit d'encourager la compétence, d'encourager les cadres dynamiques et qui ont la volonté du changement. Et c'est ce qu'on a commencé à faire déjà au niveau de l'administration centrale, puisqu'on a déjà commencé à proposer à faire un petit mouvement en centrale, de manière à mettre en avant les personnes qui ont toujours travaillé dans les groupes de travail, qui ont toujours participé dans des travaux de conception et qui sont là, qui sont crédibles, et qui sont intègres également et qui ont beaucoup à donner. Donc, je rappelle, le changement ne peut pas être du jour au lendemain, il faut le savoir. Ah oui, je rappelle, je vous souhaite beaucoup de courage. La politique est complètement différente, donc il y a une stratégie complètement différente par rapport aux administrations, et notamment l'administration fiscale qui est chargée de recouvrer et pourvoyeur de l'État quelque part. Donc on doit mettre tous les moyens humains principalement et matériel pour arriver à cet objectif. Je rappelle que le débat, évidemment, ne porte pas sur les capacités de l'administration fiscale à faire son travail. Ce n'est absolument pas le thème, mais évidemment, on en parle peut-être dans le détail parce qu'elle a un rôle aujourd'hui et tous les projecteurs sont braqués sur l'administration fiscale, étant donné qu'aujourd'hui, voilà, on se rend compte que la manne pétrolière ne peut pas nous nourrir ad vitam aeternam, qu'il faut absolument se retourner vers la fiscalité ordinaire. Parmi les certaines, hein, vous l'avez dit au tout début, il y a très peu d'impositions, très peu de taxes dans ces lois de finances complémentaires. On va parler de celle qui, la principale, c'est l'ISF, l'impôt sur la fortune. C'est nouveau puisque elle existait déjà, sauf que là, elle est présentée sous une nouvelle forme avec certaines particularités. Hein, plusieurs détails, on va pas tout détailler, mais l'on sait déjà que l'imposition démarre à partir de 100 millions de dinars, c'est-à-dire pour les personnes qui détiennent un patrimoine qui est de l'ordre de 100 millions de dinars et plus sont imposés. Votre point de vue, Monsieur Achir, par rapport à cela. Alors, on est dans une logique d'élargissement de l'assiette. On essaie de chercher la fiscalité ordinaire. Et là, il y a une imposition qui démarre à partir de 100 millions de dinars. Est-ce que le seuil n'est pas trop élevé, finalement Le seuil, c'est discutable. Et ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est... on parle du rendement, quand même. Oui. Faut qu'un impôt ait un rendement. Est-ce que ce rendement peut être important? Voilà, c'est un peu ma question. Et ça, parce qu'il y a toute une échelle de valeurs, d'évaluation. Bon, peu importe. Mais maintenant, est-ce qu'on aura les moyens, surtout l'administration fiscale, les domaines, toutes les institutions liées directement ou indirectement, on a les moyens de cadastrer, d'identifier réellement les richesses. Le patrimoine matériel, immatériel, immobilier. Non, pas immatériel. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Matériel, juste matériel. Même peut-être matériel. Non, non, matériel La uniquement. connaissance, c'est le goodwill. Hein? On peut le capitaliser. Oui, en tout cas. oui. Mais c'est ça, donc, est-ce que, voilà, on peut réellement... Oui. C'est vrai qu'il vient de dire, effectivement, je suis tout à fait d'accord, il faut y aller progressivement, par étapes, etc. Mais il faudrait commencer, parce qu'on est en pleine crise quand même. Et effectivement, l'impôt sur la fortune, c'est une position très intéressante qui est susceptible quand même, c'est des niches très importantes qui vont nous ramener beaucoup d'argent pour la fiscalité ordinaire, pour le budget de l'État. Mais c'est maintenant le travail de numérisation, le travail de recensement, c'est-à-dire notre économie, c'est même le président de la République qui l'a déclaré dans une conférence de presse, on a un problème de statistiques dans notre pays. Donc pour réellement agir et produire l'efficacité de nos politiques, il faudrait justement ce travail d'assainissement, de recensement, d'identification. Il faut mettre en œuvre d'abord la coordination de toutes les institutions, les domaines, le cadastre. Maintenant, il y a une réforme, je crois, dans ce secteur-là, l'administration fiscale et le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a toute une batterie. Et c'est ça ce qu'il faut envisager. Et certainement, si on arrive déjà à mettre en place une banque de données qui va nous permettre d'identifier réellement la richesse des uns et des autres et de nous situer même en termes de régions, de territoires, etc., par rapport à leur développement. C'est ça le travail tétanisque, en fait, qu'il faudrait lancer. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas vraiment optimiste par rapport aux recettes prévisionnelles de cet impôt, au moins d'ici une année ou 2 ans, parce qu'il y a tout un travail à faire pour l'identification et l'évaluation réelle de ces Est-ce qu'on peut considérer justement que, voilà, en allant sur ce chemin-là, il puisse y avoir justement une maturité au niveau des différentes institutions qui vont pouvoir donc s'organiser et récolter, remonter la donnée d'une manière cohérente. C'est un peu ça qui est demandé. Effectivement, ça nécessite la compétence au niveau de l'administration fiscale, ça nécessite les moyens techniques, ça nécessite une nouvelle approche et méthodologie. C'est tout un travail. Votre point de vue, Boubacar Silami ? Et juste entre parenthèses, je sais, c'est une question, puisque j'en profite
l'occasion, je ne sais pas sur quelle base vous avez, c'est-à-dire donné cette prévision de 4001 milliards de dinars de prévision de recettes de fiscalité ordinaire pour l'année 2020. Comme fiscalité dans la loi de finances complémentaire, sachant que le recouvrement de l'année 2019 était, je crois, de 3000 milliards, 3100 des milliards de dinars. Et avec l'arrêt de l'activité, le confinement, etc., avec un peu comment, quels sont réellement c'est-à-dire les clauses de ces impôts qui vont nous permettre d'avoir les 4001 milliards de dinars. Oui. Allez-y, Boukhar Salami, et je vous donnerai l'occasion de répondre à M. Hachir. Merci. Pour moi, c'est une tempête dans un bar. C'est un sujet qui a été soulevé dans la loi de finances 2019. Vous parlez de l'ISF. L'ISF, bien sûr. Oui. Il a été soulevé dans la loi de finances 2019 et a été rejeté par les députés. Il y avait un changement de barème. On a annulé le barème et on a fixé un seul taux 1 pour 1000. Malheureusement, mais heureusement, dans la loi de finances 2000 complémentaire, on est revenu au barème. Parce que c'est par rapport à la justice fiscale et c'est plus juste, le barème. La chose positive et très importante, c'est les éléments de train de vie. Ça, c'est très, très important. Et l'administration fiscale a l'expérience et les moyens. On a les VAS, l'expérience des VAS. Donc, on ne peut pas dire des vérifications approfondies de la situation fiscale d'ensemble. Si vous allez sur les acronymes, c'est moi qui vais lâcher. Parce qu'il y a pas... Soyez un peu plus simplifié. Voilà. L'administration fiscale, c'est une forme de vérification. C'est vérifier les revenus. Vérifier les revenus. Voilà. Là, on vous suit. Désolé, parce que Mme Abdelatif, on est de la même famille. Donc, et oui, vous avez oublié qu'on existait, les images. J'ai oublié que... Donc, voilà. On a l'expérience pour évaluer les biens. On a l'expérience pour programmer. On a une assiette de données. On peut démarrer avec des données qui existent. Les biens possédés par des propriétaires, on a déjà des données. Au niveau de chaque direction de wilaya, on a des informations. On peut par la suite faire un travail plus élargi. M. Hachir vient de dire que c'était difficile de remonter les informations, le cadastre, les biens. Ça n'empêche de commencer le travail. Est-ce que c'est différent lorsqu'on parle de train de vie, lorsqu'on parle de patrimoine? Est-ce que c'est plus facile d'avoir la donnée? Bien sûr. En quoi est-ce que... Voilà, expliquez-nous. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on a l'expérience. On a des vérificateurs, malheureusement, même le nombre de vérificateurs a diminué entre 2015 et 2019 de 300 sur 800. Ça, c'est un problème aussi. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais on a les moyens et on a les compétences et on a l'expérience de commencer. Mais malheureusement, c'est un impôt qui existe depuis très longtemps. Mais le rendement, je ne sais pas, madame, quel est le rendement de cet impôt. Mais c'est une question, je crois. On va l'écouter. J'explique juste un point. Pour la vérification dont il a fait part, c'est une vérification des revenus, effectivement. Mais là, l'approche, elle est différente. En fait, on va se baser sur les éléments de train de vie en visant beaucoup plus les dépenses. Et par dépenses, nous n'avons pas... Oui, la VAS, oui. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir recours aux vérificateurs. Nous voulons exploiter toutes les informations. Que ce soit au niveau des agences de tourisme, que ce soit au niveau... Je parle de voyage, par exemple. Que ce soit au niveau des agences de location, quand on loue des véhicules quand même assez somptueux. Au niveau des agences, je dirais, immobilières, quand il y a surtout là, non? C'est au niveau de l'immobilier. Oui, c'est tout ça. Il n'y a pas que l'immobilier, c'est toutes les dépenses. D'accord. On parle de train de vie, toutes les dépenses, parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas détenir de propriété. C'est très simple, c'est un choix, ça leur revient, il n'y a aucun souci. Donc, ils préféreraient éventuellement louer une habitation, louer un véhicule et ne pas détenir de propriété. L'idée, c'est que ces dépenses-là qui sont engagées, il faudrait qu'elles soient justifiées par un revenu déclaré et qui aurait été imposé à l'impôt sur le revenu. Si c'est le cas, il n'y a aucun souci. Par contre, si on se rend compte que toutes ces dépenses-là n'ont pas été imposées, qu'on a valorisées et qu'on a estimées, et suivant les éléments dont on dispose, après les avoir recoupés, et non pas après avoir programmé en vérification sur place. Voilà. Avant la vérification. On n'a pas besoin de programmation sans rentrer trop dans les contraignant. Voilà. Donc à ce moment-là, s'il n'a pas déclaré ça, c'est issu de revenus non déclarés, non imposés. Non seulement
il sera imposé à l'impôt sur la fortune, parce qu'on va considérer que c'est une fortune qui n'est pas placée, mais ça demeure une fortune. Mais en plus, on va l'imposer à l'impôt sur le revenu, parce qu'il n'a pas payé d'impôt. Donc une double imposition. Voilà. Est-ce que les mécanismes de récupération de ces données est déjà en place? Est-ce que c'est un travail sur lequel vous avez déjà commencé à travailler, c'est-à-dire aller récupérer les informations sur le train de vie des Algériens? Tout est une question de recoupement d'informations. Pourquoi je dis l'administration fiscale actuellement axe ses interventions sur les recoupements d'informations et la collaboration avec toutes les institutions. Et on table beaucoup sur le système d'information actuellement pour créer des interfaces. C'est grâce à ça qu'on pourra automatiquement faire une analyse croisée de toutes ces données et éventuellement disposer. Parce que pourquoi on ne crée pas d'impôts? Les impôts, ils existent, ils sont là. On parle d'élargissement de l'assiette. L'assiette, elle est élargie, elle n'est pas mise en œuvre par contre. C'est différent. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'informel et il y en a beaucoup qui ne déclarent pas. Je vous donne un petit exemple. Nous avons la direction des grandes entreprises qui est sous télédéclaration et sous télépaiement. C'est très édifiant. En une année, on a pu quand même avoir pas mal d'informations sur le comportement de certaines sociétés et sur l'attitude. Il y en a qui déclarent, mais qui ne payent pas. Madame Abdelatif, l'ISF est donc un moyen pour toucher l'informel. Oui, indirectement. Indirectement, hein. Voilà. Sans que... Monsieur Tadinit, vous vouliez intervenir et il nous reste, on me dit, environ 5 petites minutes. Allez-y. Un mot sur l'ISF, je n'ai pas de point de vue strictement fiscal sur la question, mais je considère que c'est un problème d'équité fiscale et que cela obligera l'administration d'une façon générale, impôts, domaines, collectivités locales, à mettre en place les moyens pour identifier, recenser, je rejoins M. Achir sur ce point, et évaluer justement les patrimoines. Sur le plan de la question des effectifs fluctuants en baisse de la Direction générale des impôts, on ne peut conclure que la DGI est en sous-effectif que si on considère que 27 000 il y a quelques années, c'est l'optimum. On était à la norme. Ça ne veut pas dire qu'avec 20 000, la DGI ne peut pas fonctionner, en dépit du fait qu'il y a des infrastructures nouvelles qui ont été mises en place, mais qui, paradoxalement, utilisent l'outil informatique, ce qui devrait ne pas les amener à recruter davantage. Je voulais revenir aux réformes d'une façon générale, au budget de fonctionnement particulièrement. Ce budget de fonctionnement, la loi de finances complémentaire, porte au moins un indice des réformes que nous devons accomplir. C'est l'ATPP par exemple. Nous savons que nous devons aller vers l'augmentation des prix du carburant. Ça, tout le monde l'admet. Parce que c'est des prix qui sont subventionnés. Ils sont subventionnés. C'est des subventions indirectes. C'est des subventions indirectes. Les compagnies qui distribuent ne sont pas compensées, mais l'État encadre les prix par des décrets. Mais pas uniquement le carburant. Mais c'est un exemple de biais qui fait que ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Il n'y a que, bien sûr, tout le monde l'admet, y compris dans les deux chambres du Parlement, ça a été réclamé. Donc, et puis, plus on consomme lorsque les prix sont bas, et plus on sera amené à importer, parce qu'actuellement, Sonatrach importe du gasoil et des carburants, parce que nos capacités de raffinage ne sont pas suffisantes. Et contrairement à ce qui a été dit à un moment donné, que l'Algérie a cessé d'importer. L'Algérie continue à importer du carburant. Plus important, plus on consomme sur le marché national, et moins on exporte d'hydrocarbures. Oui, c'est un manque à gagner. Et dans la mesure où on ne pourra pas se libérer de la dépendance aux hydrocarbures dans le moyen terme ou dans le long terme, je ne sais pas, donc c'est un problème fondamental, c'est stratégique. La question des tarifs des carburants sur le marché national. C'est la même chose pour l'énergie électrique. Est-ce que vous voulez dire, M. Tadinit, que l'État est résolument parti pour progressivement augmenter, taxer les produits pétroliers, ça ne peut être que progressif et pas brutal, et ça nous l'avons déjà dit à la Direction générale du Trésor il y a déjà quelques années, à partir de 2014. Mais le dossier des subventions est devant le gouvernement. Exactement. Il y a un travail qui a été fait. Tout le monde admet que les subventions attribuées directement et généreusement et généralement à tous les citoyens ne sont pas justes et que ce sont une source de gaspillage. Donc il est prévu
de mettre en place un système de ciblage de subventions qui aille aux citoyens les plus démunis, les plus méritants. Oui. Voilà, c'est quelque chose que tous les spécialistes, je pense, et pas seulement les spécialistes, attendent, hein, l'équité, un principe d'équité. Une toute dernière question à vous deux, messieurs. Une pensée quand même pour les entreprises, pour les opérateurs qui sont confinés actuellement, qui n'ont pas travaillé et qui ne seront pas contents, hein, de voir le prix du carburant augmenter. Pas contents et en difficulté, car en difficulté, étant donné qu'ils ont eu un manque à gagner, hein, environ jusque-là 3 mois d'inactivité. Est-ce que les entreprises aujourd'hui vont pouvoir assurer l'augmentation des salaires, puisque voilà, les aides dont on a parlé au tout début de ce débat, la revalorisation des salaires, c'est quelque chose que les entreprises, que les employeurs vont devoir assumer. Est-ce que vous pensez que ça sera facile pour elles? Seul, je ne pense pas. Mais le gouvernement, je crois, il a promis, même l'administration fiscale a promis qu'il y aura des allègements, il y aura un accompagnement à ces entreprises. On ne peut pas les laisser, les abandonner dans une situation pareille. Oui. Donc je crois qu'il y a un travail qui se prépare dans ce sens, soit sur le plan fiscal, soit sur le plan des aides directes. Aide aux entreprises, vous voulez dire? Aide aux entreprises, bien sûr. Par rapport aux salaires, par rapport à l'augmentation de la TPP, par rapport à ces éléments. Donc je crois qu'il y a un travail qui se prépare. Il y a des promesses dans ce sens. On connaît pas les détails, mais je crois qu'il y a un travail. Seulement, j'ajoute une chose pour répondre à monsieur le directeur général du Trésor. Un agent perdu de l'administration fiscale, c'est une source de moi pour l'administration fiscale. C'est en l'absence du système d'information. Un agent, c'est l'équivalent d'une recette fiscale. C'est on enregistre un départ, c'est un manque à gagner pour le Je crois que c'est une information, c'est un message que vous vouliez passer. Il est passé, je pense qu'ils l'ont entendu. On n'a presque pas de temps, désolé. Le dernier mot est à vous, monsieur Mohamed Achir. Il est important aujourd'hui de soutenir les entreprises qui font face à de multiples problématiques. Tout à fait, parce que nous avons c'est-à-dire la population des entreprises en Algérie sont, c'est-à-dire caractérisées par l'émiettement, en fait. Nous avons 1 100 000 petites et très petites entreprises. Oui. Et ces entreprises n'ont pas malheureusement des fonds propres, des réserves. Ils ne peuvent pas supporter les chocs comme ce choc de la pandémie, 2 mois d'arrêt d'activité. Nous avons 4 600 PME, petites et moyennes entreprises, 244 entreprises publiques. Donc je crois, même si les aides fiscales ou bien les différés de paiement ou bien par rapport aux échéances de crédit, il faut faire l'évaluation. Il faut privilégier surtout les entreprises qui sont c'est-à-dire des réservoirs d'emploi. Il ne faut pas les laisser tomber parce que sinon on aura une grande, on aura un grand problème de chômage d'ici quelques et une déperdition potentielle. Mais c'est ça, parce que il y a vraiment problème. Il y a déjà, nous avons des entreprises qui ne sont pas vraiment compétitives en termes factoriels et en termes. Et rajoutons cette crise-là. Donc il faudrait il faut l'État parce qu'ils emploient. Nous avons également plus de 240 000 artisans, nous avons environ 700 000 dans le secteur touristique. Et tout ça, c'est pas la fonction publique qui fait emploi les 11 millions de la population active. Donc, c'est des entreprises privées. C'est justement le thème que nous prévoyons, en tout cas, la semaine prochaine, c'est-à-dire quel devenir et aussi quelle aide aux entreprises et aux nombreux opérateurs fragilisés déjà pendant une année 2019, déjà difficile, et fragilisés encore plus à cause du Covid. Merci à vous, messieurs. Merci, madame, d'avoir fait ce débat. Je rappelle que j'avais le plaisir d'avoir avec moi madame Amal Abdellatif, directrice générale des impôts, monsieur Tadinit Faisal, directeur général du Trésor, monsieur Slami Boubkar, le président de l'Association nationale des conseillers fiscaux, et monsieur Mohamed Achir, enseignant et chercheur en économie à l'université de Tizi Ouzou. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que nous vous avons éclairé sur cette loi de finances complémentaire qui nous accompagne, nous, Algériens, contribuables et autres, jusqu'à la fin de l'année 2020. Très bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine.